Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Aujourd'hui, c'est la 100e, messieurs. C'est un peu l'émission anniversaire. Et avec moi aujourd'hui, on a une superbe équipe. Vous allez voir. On a en attaque lesviolets.com avec Samuel. Comment il va, Samuel? Et il va bien, salut, je suis super content d'être là pour la 100e. J'étais pas là pour la première, mais je suis là pour la 100e. Ça me fait chaud au cœur d'être là et c'est cool et j'espère qu'on va passer un bon moment, j'en doute pas. Allez, le trio magique, c'est encore mieux que le trio batave du TFC. C'est la feuille de match. C'est Vincent, Nathan et Mehdi. Comment ça va, les gars? Salut à tous, ça va? Salut, salut, super milieu quand même, hein. Très solide, hein. Salut, ouais, ça va. Et jamais j'aurais pensé qu'on arrive jusqu'à 100. Vu là où on est parti, dans un petit salon à l'arrache, à faire des petits podcasts, rien que d'en faire 100, bah, c'est déjà une petite victoire. Et c'est cool que ça continue, qu'il y en ait 100 de plus et encore plus encore, quoi. Exactement. En défense, vous avez l'habitude, c'est Ladis qui va garder les cages avec Yves. Comment ça va, Yves? Ouais, ça va, ça va. Écoute, j'étais presque autant en retard que Gabrielsen la saison dernière. Et pour coacher cette magnifique équipe, messieurs, on a appelé le coach le plus adoré des supporters du TFC d'après notre dernier sondage Ouais, pendant le temps. C'est monsieur Eli Bop. Comment ça va, monsieur Eli Bop? ça va, très bien, merci. Et ça, c'est un chiffre qui compte parce que vous n'êtes plus dans la formation, plus dans la post-formation. On devient des pros confirmés quand on a 100 matchs de Ligue 1. C'est quelque chose. En tout cas, un grand merci à vous, Eli, parce que ben, c'est vraiment un honneur. Je pense qu'on est tous un peu surexcités de vous avoir ce soir. C'est un grand cadeau Pas pour tous trop. les supporters, pour nous, parce qu'on est aussi avant tout des supporters. Donc, un énorme merci de participer à cette 100e avec nous. Merci, merci à vous. Et on va se régaler. Vous avez l'habitude de prendre du plaisir. On est là surtout pour aimer le TFC, aimer les Violets. Voilà, on va continuer. Excellent. Exactement. Au programme, messieurs, aujourd'hui, ben, on va faire un retour de ce joli match qui s'est déroulé samedi entre Troyes et le TEF. On ne fera pas forcément une preview, mais on va en parler un tout petit peu. On fera surtout les pronos de TFC Bordeaux en Coupe de France avec le derby de la Garonne qui se profile et de Toulouse-Ajaccio qui sera le match à bien gérer de la part de nos Toulousains face à lundi face à Ajaccio du coup. Et ensuite, on passera une interview un peu plus complète avec Monsieur Bop. On va replonger un peu dans ces belles années au TFC parce que je vous le rappelle qu'il était entraîneur de Toulouse entre 2006 et 2008 et qu'il a écrit une des plus belles pages du club parce qu'on s'est qualifié quand même en Ligue des Champions, enfin tour préliminaire de Ligue des Champions avec cet entraîneur. Et donc, du coup, on va essayer de se replonger un peu dans tout ça. Messieurs, vous pouvez bien entendu réagir, messieurs, mesdames d'ailleurs, vous pouvez réagir avec le hashtag F2M Toulouse sur tous les réseaux, mais aussi sur la page là, sur lesviolets.com et la feuille de match. Vincent, qui est là, viendra aussi lire vos questions en fin d'émission. Vous pourrez poser toutes vos questions à notre coach qui est là avec nous ce soir. Et on terminera bien entendu par un quiz. Et ça sera en équipe, car le coach a dit qu'il fallait qu'on fasse des équipes ce soir. Donc on tiendra parole, on fera des équipes, ce ne sera pas chacun pour soi. Et on verra que le meilleur gagne. Voilà, messieurs, c'est la 100e. Moi, je vais la dédicacer, cette émission. Je vais la dédicacer à Marco parce qu'à l'époque, c'est lui qui est venu nous dénicher aussi. Et, il y avait Yves aussi qui n'était pas loin, mais je me rappelle encore, j'étais au taf, il nous a appelé pour nous parler du projet. Je suis allé le rencontrer, il y avait Yves aussi. Comme il l'a dit midi, on a commencé dans un petit salon sur des canapés là, sur Good Morning Toulouse. On ne pensait pas en arriver là. Et puis là, on est sur de la bande FM, on est sur lesviolets.com, on reçoit Monsieur Bob. Enfin, c'est fantastique. Et encore un grand merci à tous qui nous suivent chaque semaine et qui sont présents avec nous. Et comme l'a très bien dit nos chroniqueurs, on espère qu'il y en aura encore 100 de plus. Puis en plus, maintenant, on est approuvé par Monsieur Bob qui nous a dit qu'on passait dans le monde pro. Donc, plus rien ne peut nous arrêter, messieurs. Allez, on est parti pour cette 100e Et puis, émission. quand même, comme t'es pas super sympa, on peut aussi pour la 100e remercier quand même Radio Occitanie qui nous a permis de franchir un pas, quoi. Ce Exact. serait sympa de ne pas les oublier, même si on ne les voit pas depuis un moment à cause du confinement. Exactement, mais comme on les notifie à chaque fois sur les publications, on ne les oublie pas. Et Rattrape-toi, Camille, sors les rames, rattrape-toi. Il pédale. qu'on les remercie. Non, mais c'est vrai, c'est pas à négliger. Et d'ailleurs, bientôt, il nous tarde le retour à Radio Occitanie parce que le Facebook Live, c'est sympa, mais bon, les micros, c'est quand même plus sympathique. Donc c'était des cons.
C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, on est parti pour cette belle centième. On va revenir sur ce match. On va se replonger à samedi 15h entre les Stacks et le TFC. On avait un gros match entre nos deux premiers de ce championnat de Ligue 2. La compo côté toulousaine, elle était classique. Dupé, Amiens, Diakité, Gabrielsen, Machado, Moreira derrière. Avec un trio Spearing, Van Den Boomen, De Jager au milieu de terrain et Adli, il est pour animer l'attaque. Le fil du match, rapidement, ça a été un match très, très ouvert. Et, moi, je pense qu'on va en le dire après, mais on s'est quand même tous régalés. Mais déjà, dès la 5 minutes de jeu, corner pour 3 et une première parade de Maxime Dupé. 1 minute plus tard, coup franc à 30 mètres. Dupé se déploie une nouvelle fois. Donc, on sent déjà un peu le danger sur la cage toulousaine. 3 minutes après, c'est Tousgar qui s'échappe, qui remet sur Saint-Louis et qui bute une nouvelle fois sur Maxime Dupé. 14e minute de jeu, perte de balle des Troyens. Une passe vers l'avant. De Jager trouve en profondeur Amin Adli qui va aller sur son petit duel face au gardien et l'ajuster tranquillement. Les Violets mènent 1-0, un peu à contre-courant, mais on mène quand même 1-0. Ensuite, on va avoir un énorme coup franc de Van Den Boomen à la 25e minute, où on va avoir une super parade de Gauthier Gallon qui lui aussi a fait un super match. Mi-temps 1-0 pour nos Toulousains. Le problème, c'est dès la reprise, on se fait égaliser sur une montée de balle de la part des Troyens avec un centre sur la tête de Dingomé. Et c'était un partout, messieurs. 64e, je pense qu'on va y revenir, c'est l'action qui a marqué tout le monde, c'est le gros reloupé de Steven Moreira devant le but après un magnifique slalom d'Amin Adli. Je pense qu'on a tous sauté sur notre canapé, on a tous eu plus ou moins la même réaction, mais il l'a loupé. En réponse juste après, c'est Dylan Saint-Louis qui va s'amuser du côté droit et va obliger Dupé à une double parade. C'est pas fini parce que ce match est fou et encore j'en ai enlevé quelques-unes, hein. Mais on va avoir encore un coup franc à la 73e de Amin Adli qui va être sorti par Gauthier Gallon d'une magnifique parade main opposée. Enfin, on ne peut pas faire mieux. Et une nouvelle fois, Moreira à la reprise de volée qui va échouer sur Gauthier Gallon. Et à la 92e minute, Bozok, seul dans la surface, vient mettre une tête et va trouver encore Maxime Dupé. Nos Violets, messieurs, ramènent un point du côté de Troyes. J'ai envie de dire ouf, parce que c'était quand même très compliqué. On a eu un excellent Maxime Dupé. Mais on a surtout vu un excellent match, en tout cas, entre nos deux premiers de Ligue 2. Qu'avez-vous pensé, vous, de ce match, messieurs ? Je vais me dévouer pour démarrer et pour la faire. On a eu droit à du football champagne, ça c'est fait, on peut passer à la suite. Non, plus sérieusement, on n'a vraiment pas vu un match de Ligue 2 et on comprend pourquoi Troyes et le TFC sont devant et ont certainement les armes pour y rester jusqu'à la fin de saison. Tant dans le rythme, dans l'engagement et dans le niveau technique du match, on a vu vraiment deux équipes qui étaient d'un niveau plus que satisfaisant. Sur le déroulé du match, moi je me disais à la 10e minute, si on veut s'en sortir dans ce match-là, il faut absolument qu'on les tue sur notre première action. Coup de chance, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment à l'abordage et sur le premier contre, on plante, ce qui fait qu'après, ça a permis un peu… je pensais que ça allait ralentir un peu et qu'ils seraient un peu plus prudents. Ils l'ont été un peu, mais pas tant que ça. Ça a été vraiment du jeu à 100% avec deux équipes qui se la donnaient complètement. Un TEF un peu plus attentiste puisqu'il menait au score. Mais vraiment deux équipes en place tactiquement avec des compositions qui leur permettaient de se projeter très vite vers l'avant. Et on voit que quand les équipes ont l'ambition de faire du jeu des deux côtés, ça produit des matchs qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressants. Et on peut s'estimer heureux quand même de ramener un point de 3 parce que je pense que même s'il y a l'énorme action de Moreira, on peut s'estimer heureux quand même parce que Dupé sort un très, très grand match. Et je pense que le match nul est un peu volé de notre côté quand même.
Avant qu'on enchaîne, on va accueillir JB qui est avec nous ce soir. Comment ça va, JB? Ça va, désolé du retard. J'étais en interview avec un site des Girondins pour parler du match de demain. Et pas tard de Girondins. Bravo. Donc, JB qui est avec nous. Je ne présente pas notre invité. Je pense que tu le connais un petit peu, Eli Bop. Salut, Eli. Et je voulais, Salut. de vive voix, on peut se tutoyer peut-être? Ouais, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Te dire merci pour l'émotion de ce soir de mai 2007. Incroyable. Je pense que comme tous ici, on a pleuré et c'était incroyable. Incroyable. C'est le plus beau moment de notre vie. On va y revenir après, on va y revenir. En tout cas, JB, pour te remettre dans le on est en train de débriefer le match face à 3, donc il donner son analyse. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Yves? Ouais, c'est un match qui a tenu quand même ses attentes entre les deux plus belles équipes de Ligue 2 qui monteront sans doute en fin de saison en Ligue 1. Après, on est vraiment tombé sur plus fort que nous quand même dans le contenu. On s'est fait pas mal bouger. C'est la première fois, on va dire, depuis que la saison est lancée où on s'est fait pas mal bousculer. Si on va en comparaison avec le match face à Auxerre, s'il y a bien un match de la semaine qu'on doit perdre, c'est celui face à 3. Voilà, ils ont eu la même mise sur le ballon. On peut remercier Dupé aussi qui nous fait un match XXL après sa prestation face à Sochaux il y a 15 jours. Donc voilà, mais il y a quand même du positif. On a quand même su faire le dos rond pour prendre sur nous les attaques de 3. On a su tenir le score. Et après, on a quand même eu un milieu de terrain qui a été à la hauteur, qui ne s'est pas fait marcher dessus. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas catastrophique. On l'a vu sur certains matchs, on avait complètement coulé. Là, c'était quand même cohérent et on a même pu se procurer des occasions. Je suis d'accord avec toi sur le milieu de terrain, mais je trouve que ça, c'est le mal du championnat dans lequel on est. Et on est en ce moment dans la période où on a joué les 8 premiers en très peu de temps sur un mois de janvier et début février assez condensé. Et je pense que le problème, c'est que là, ça commence à se ressentir physiquement. C'est-à-dire qu'à partir de là, entre la 60 et la 70e, au milieu de terrain, alors l'entrée de Manu Koné, elle a été meilleure que son entrée à Auxerre où c'était pas compliqué, mais c'était pas. J'ai senti un joueur comme Spearing qui était laissé un petit peu, je sais pas, je l'ai senti essoufflé, moins. En fait, y a pas, le problème, c'est que Garand n'a pas trop de solutions pour faire du changement au milieu de terrain. Et il se trouve que forcément, là, ça se ressent au bout d'un moment dans le jeu. Et 3 l'a prouvé, a eu plein d'occasions en fin de match. Et d'ailleurs, s'il tue le match par Bozok, il n'y a rien à dire. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis qu'on a été dominateur, en tout cas pas de A à Z dans ce match au milieu de terrain, en tout cas. Bien sûr, on a la chance d'avoir un coach avec nous. On va demander à Pop. Est-ce que Eli, vous avez vu le match déjà? Oui, bien sûr. J'essaie de voir tous les matchs Toulouse et celui-là, je l'ai bien regardé. Comme j'avais apprécié aussi le match contre Clermont, pour moi, les 3, Toulouse, TPC, bien sûr, et Clermont, c'est des équipes qui… Bon, il y a Auxerre, après, on ne sait pas derrière, mais ces 3 équipes-là, il se dégage quelque chose pour aller en Ligue 1, quoi. C'est des équipes, soit par le jeu, soit par l'état d'esprit, soit par la manière dont ils ont de sortir les ballons, d'harceler le porteur du ballon. Ces 3 équipes qui dépareilleraient pas avec certaines équipes qui sont aujourd'hui en Ligue 1. Voilà, donc pour moi, c'est les favoris pour la montée, mais il faut durer, comme ça vient d'être dit. C'est vrai qu'on a senti que le TPC avait un peu de perte d'énergie. C'est l'enchaînement des matchs peut-être, mais moins haut que d'habitude, parce que ce qui fait la force depuis le début du TPC, c'est cette cohérence dans les pressings. C'est-à-dire qu'à la perte de ballon, on appelle ça le contre-pressing, game-pressing, tous ces mots, importe peu. Ce qui compte, c'est que quand vous perdez le ballon, très vite, il faut le récupérer. Et jusque-là, le TPC récupérait le ballon très haut. Et si vous regardez bien les images de ce match, on l'a vu reculer. C'est pour ça qu'il y a eu des actions, même la dernière de Bosso qui était très proche du but. Mais regardez bien les espaces. L'équipe recule beaucoup dans ces 16,50 mètres. Et parfois, il n'y a plus ces distances entre les joueurs qui font qu'on peut sortir en avançant. Parce que les milieux de terrain, ils s'aplatissaient, ils revenaient trop près de la défense.
Et pour qu'une défense défende en avançant, il faut que les milieux soient assez hauts et que donc toute l'équipe soit un peu plus haute. Par rapport à d'habitude, c'est aussi le jeu de 3 qui a poussé à ça, mais l'équipe avait moins de force dans la récupération du ballon et était moins haute que d'habitude. Peut-être parce que aussi, je suis d'accord, et peut-être aussi parce que 3 nous a mis en difficulté. Et je pense qu'il faut pas l'oublier. Oui, mais il y a quand même cette énergie. C'est un travail qui demande beaucoup de coordination. D'abord, c'est les attaquants qui doivent faire ce travail de cadrage, de déplacement. Et ça demande beaucoup d'énergie au milieu de terrain. Là, ils ont un peu plus fléchi par rapport à d'habitude. Voilà. Après, il y a effectivement c'est tout ce jeu à 3. C'est le cas de le dire, mais 3. Cette équipe, elle redouble les passes. Elle a toujours un joueur qui vient entre les lignes faire servir d'appui, de remise. Et ensuite, on trouve sur la largeur des joueurs. Voilà, elle a un jeu assez élaboré en termes de créativité. Et si vous n'avez pas les lignes bien en place, une bonne hauteur, vous êtes obligé tout le temps à reculer. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est les deux. Hein. Vous avez raison de dire aussi que 3 force à ça. Mais si c'est l'équipe avec la fraîcheur habituelle du TFC, c'est peut-être pas le même match. Et là, on peut résumer en disant que sur ce match-là, un bon point, c'est un bon point de prix. Hein. Sur l'ensemble, s'il n'y a pas le Dupé dans un grand jour comme ça, c'est pas un résultat positif. Même si c'est qu'un point, ça reste positif. Et paradoxalement, même si on s'est aplati et qu'on a beaucoup reculé, si on regarde bien sur le but troyen, c'est nos milieux qui sont en défaut parce que c'est un milieu qui doit couvrir ce joueur-là, qui se retrouve tout seul au milieu de la surface. Parce que si on regarde le placement, tous nos défenseurs sont bien placés et il manque un milieu de terrain qui ait fait l'effort sur le repli défensif pour venir couvrir le joueur troyen à ce moment-là. Mehdi, je t'ai vu pas mal acquiescer certaines choses. Pour toi, c'est dû nos Toulousains qui ont failli au milieu de terrain ou c'est vraiment les Troyens qui nous ont surclassés? Non, mais je pense qu'il y a complètement les deux. Si on regarde le match aussi, même en termes de possession, on a pratiquement pas eu le ballon et on a joué sans le ballon. Et à la limite, presque, ça ne nous dérange pas par rapport au style qu'on peut avoir sur certains gros matchs. Et ça nous arrange presque. Et je pense que grâce à ça, on s'est créé des occasions, malgré nos manques physiques. Et les manques physiques, on en parle dans cette émission depuis le tout début du mercato, où effectivement, au milieu, on savait très bien qu'à un moment donné, ça allait tirer la langue parce que pratiquement à tous les matchs, c'est les mêmes joueurs qui jouent. On se rend compte que l'effectif n'est pas si large que ça. Encore une fois, il y a des postes qui ne sont pas forcément doublés alors que d'autres sont assez fournis. Et on le voit là, par exemple, sur l'enchaînement des gros matchs. Après, le calendrier a fait qu'on a enchaîné des matchs avec des rythmes. Je ne sais pas vous, mais moi, honnêtement, cet enchaînement de matchs, si on m'avait dit en début d'année que j'allais me régaler autant devant des matchs de Ligue 2, voir un niveau technique tel sur des matchs de Ligue 2, je ne l'aurais jamais cru. Et on finit pour moi en apothéose avec 3, qui est l'équipe la plus flamboyante, qui a un jeu ultra offensif, qui joue qu'avec 3 vrais défenseurs de métier. Voilà, et c'est logique aussi qu'on ait reculé face à cette équipe-là. Ouais, mais après, ça peut être un choix de l'entraîneur, hein, parce que quand vous avez des joueurs, effectivement, vous avez raison de le dire, dans les transitions rapides comme ça, avec la profondeur, avec des joueurs comme Adli qui sont capables dans les 1 contre 1 ou même de la vitesse pour aller chercher dans le dos, dans l'espace, la défense adverse. Parfois, si c'est un choix, vous laissez le ballon à l'adversaire, le laissez manœuvrer, le laisser monter assez haut pour avoir l'espace et agir dans le dos des défenseurs. C'est un peu ce qui s'est passé sur certaines situations où l'équipe de 3 était vraiment dans le rôle central, assez haut, et il y avait de l'espace et ça facilitait les transitions offensives toulousaines. Le but toulousain, c'est typiquement ça, hein, c'est une transition offensive avec une perte de balle troyenne. Hein. Il n'y a pas que Ali, il y a aussi nos deux pistons. Oui, non, mais je dis ça de manière globale. Avec Machado, c'est sûr, quand vous avez un joueur comme Machado, c'est un ailier, hein, il est tout le temps là, Morera, il vient aussi, bon, voilà. Mais de manière générale, c'est la hauteur, c'est où se passe la récupération du ballon. Habituellement, Toulouse a quand même l'habitude de gagner des ballons dans le cas adverse et même dans ces transitions hautes, en 2 ou 3 passes, de se retrouver en situation de marquer. Là, ils étaient un peu plus bas, donc il y avait des courses plus importantes à faire. C'est facile à lire. Hein. Et le plaisir d'ailleurs de ce match vient pour moi aussi de l'opposition de style qui a pu y avoir. Ouais. Nous, en transition avec
en gros 25% de possession de balle et eux 75%. Voilà, deux styles différents, mais qui ont amené, qui ont beaucoup à apporter au plaisir qu'on a pu avoir en regardant ce match-là de toute façon. Voilà. Et puis, je pense qu'on oublie aussi, Camille l'a dit un peu dans son descriptif de début de match, mais on oublie aussi que même si on a subi beaucoup, on peut aussi beaucoup mieux s'en sortir. Parce que si on revient de 3 en menant 3-1, sur les actions qu'on a, ce ne serait pas immérité non plus, quoi. Donc, un gardien qui fait un grand match, ça arrive. Un attaquant qui a 50 cm débute, un défenseur qui a 50 cm débute, rate le ballon, c'est moins fréquent. Donc, je pense qu'on oublie de dire qu'on aurait pu aussi mieux s'en sortir. Mais bon, c'est un match à l'extérieur, on reste pas, voilà, on est toujours dauphin. Moi, j'ai toujours préféré cette position-là d'être le dauphin plutôt que le premier, dans le sens où voilà, la pression n'est pas la même d'être chasseur. Vous avez le maillot jaune, vous n'allez pas faire le Poulidor. Ouais, mais j'ai plus. Le maillot jaune, chacun que-t-il. Voilà, j'ai toujours été plus Poulidor sans style, moi. Mais bon. Sauf que Poulidor, il ne la voulait pas à la deuxième place. C'est pareil. Mais de toute façon, par contre, pour le jeu de Troyen, on ne remerciera pas Elie parce que je suis sûr qu'il a filé quelques tuyaux durant sa carrière à Lolo Batles pour devenir entraîneur et que c'est un peu de sa faute. Non, c'est pas ça, mais c'est bien de relever parce que Laurent Batles il est en train de prendre vraiment une dimension importante en tant qu'entraîneur et le jeu qui fait pratiquer à son équipe. Il avait déjà commencé à Saint-Etienne et d'ailleurs certains supporters regrettent que ce soit pas lui à un moment donné qui enchaîné là-bas. Et là, il montre qu'il est à la hauteur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, vous avez raison. Il aime bien savoir ce qu'on fait quand on a le ballon, les sorties de balle, la préparation du jeu. Il est passionné pour ça et il a un bel avenir. Hein. Et un jour, peut-être, on le retrouvera à Toulouse. Peut-être. Surtout sachant que sa position à 3 a été quand même très menacée. Il était annoncé sur la sellette et en danger avec la reprise du City Group. Et il a prouvé à tout le monde qu'il avait tout à fait la carrure pour être l'entraîneur de la situation. Ouais, non, mais ils ont vite compris que ce qu'il aimait comme football et ce qu'il voulait développer comme football correspondait à ce que voulait faire le City Group. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils l'ont laissé libre là-dessus et qu'il peut évoluer en toute confiance là pour l'instant avec les stacks. Messieurs, avant que je lance JB, parce qu'il a quelque chose à dire, Vincent, tu avais 2-3 réactions et après JB, tu enchaîneras. Oui, globalement, les réactions sur les réseaux sociaux sur le match, on a Bernard qui trouve que samedi, on a vu un match de Ligue 1, tout simplement. On a Guillaume, pour le citer, match non maîtrisé de la possession, mais très bonne perf de Dupé. Johan qui trouve que 3 sur la seconde mi-temps mérite de gagner. On a été costaud et merci Dupé. On a Thierry aussi qui souligne un grand match de gardien. C'est ce qui sort le plus, c'est la grosse performance de Dupé. Concernant Moreira, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a eu la frustration d'un peu tout le monde sur le coup parce qu'il a fait une grosse erreur. Mais avec le recul, on se rend compte que c'est des choses qui peuvent arriver et il y a beaucoup moins de colère. Et sinon, il y a beaucoup de personnes du commerce qui nous regardent et qui te saluent, Elie. Merci. B. Déjà, ça fait plaisir dans cette émission de parler de foot et tactique avec un vrai connaisseur. Et ça fait plaisir, ça change et ça tranche d'habitude. Et non, Elie, alors peut-être que vous en avez parlé quand j'étais pas là, mais j'aimerais bien avoir ton avis, Elie, précisément sur la performance de Steven Moreira. Au-delà de son raté, parce que le raté, il l'a raté. Voilà, c'est un joueur de foot et il a raté son occasion. Mais dans sa performance, parce que j'ai vu que ça avait fait un petit peu débat sur les réseaux sociaux et entre supporters, je trouve que Moreira a été un petit peu en difficulté sur cette rencontre. Ou est-ce que tu l'as trouvé plutôt bon? Et je parle encore une fois vraiment pas de son occasion. L'occasion, il l'a raté, mais ça ne fait pas partie du match en lui-même. Déjà, s'il a raté l'occasion, c'est qu'il se retrouve très haut sur le terrain. Faut bien comprendre que ce rôle de piston dans ce système, même si on parle toujours de l'animation, elle fait la différence, mais l'animation dans ce système, elle est quand même tributaire des pistons, des joueurs de couloir pour utiliser la largeur, pour parfois quand il y a la densité à l'intérieur, quand le jeu est fermé, faut trouver les côtés à droite ou à gauche. Et à ce titre-là, de manière globale, même sur ce match, il offre des possibilités à son équipe dans une partie haute du terrain parce que ce n'est pas offrir des solutions à la largeur dans sa moitié de terrain. C'est dans une moitié haute.
Après, il est tributaire de ces gestes techniques. Quelque part, il y a le réalisme technique par rapport aux situations. Est-ce que il y a des fois, il adresse des super ballons en retrait, des ballons descendre. D'autres fois, il se retrouve en position de finir l'action qui est comme ça de l'autre côté. Voilà. C'est dans ce domaine-là, c'est de la sensibilité technique. Quand vous êtes un peu moins lucide, un peu moins frais, peut-être que vous avez moins d'opportunités. Par contre, dans le sens tactique, dans le sens où on doit utiliser les couloirs par rapport à ce système, pour moi, il répond parfaitement. Ok. Il a eu une grosse, il a fait une grosse prestation quand même. Faut pas l'oublier. Moreira, enfin, il a quand même couru plus de 10 km sur son côté. Il a quand même beaucoup apporté. Sur son côté droit, il n'a pas toujours été mis en danger non plus. Se louper, je trouve ça. Non, mais c'est que vous avez raison de souligner les stats. Parce qu'un joueur qui est au-dessus de 10 km dans ce poste-là, c'est entre 11, 10 et demi, 11, 12 km. Après, tout dépend à quelle intensité, parce qu'on parle toujours des distances, mais il faut savoir que c'est souvent des sprints de haute intensité. À quelle vitesse c'est fait? Voilà, l'autre jour, j'ai regardé les stats. C'est autre chose à l'intérieur du jeu, mais Verratti, par exemple, il a fait 12 km et demi à l'intérieur du jeu et il a été à une moyenne de 9 km en accélération, quoi. Ça veut dire que des fois, il était à 20 à l'heure, etc. Donc, dans les couloirs, c'est pareil. Il faut savoir à quelle intensité on fait ça. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un joueur qui répond bien. Après, les gestes techniques, encore une fois, c'est lié à la fraîcheur, à plein de choses, à l'orientation de son corps, au positionnement de ses épaules, de sa tête, de tout. Ça, c'est plus vous êtes fatigué, plus vous avez du mal à avoir le geste juste. Le manque de lucidité, et ça fait une belle transition parce que j'aimerais qu'on parle d'un joueur qu'on a beaucoup parlé ici, mais j'aimerais avoir l'œil d'un coach, Rissilé, qui fait grand débat dans cette émission et qui a manqué un peu de lucidité en début de première mi-temps, en fin de première mi-temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou même sur son activité lors du match. Je le trouvais un petit peu moins bien. Je ne veux pas lui lancer non plus, lui jeter des œufs dessus, mais on avait souligné dans cette émission, ce qui était surtout ressorti, c'était son manque de qualité technique, pas sa finition ou son énergie ou quoi, parce que ça, on le sait qu'il a tout ce qu'il faut pour et c'est ce qu'on aime chez lui, mais sa finesse un petit peu technique, son manque de lucidité parfois, et je trouve qu'il y a un contre en première mi-temps que j'ai en tête où il part en 2 contre 2, il y a Aminadi côté gauche, c'est sûr, une mauvaise conduite de balle, va pas pouvoir réussir à la lâcher. Vous, Elie, Rissilé, qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Quel type d'attaquant c'est? Est-ce qu'il fait, c'est le l'attaquant typique anglais ou l'attaquant typique de Ligue 1 du championnat de France? Je ne sais pas. Enfin, quel est votre avis sur lui? Parce que c'est vraiment un grand débat dans Moi, je peux parler de manière globale parce qu'au départ, c'était vraiment une interrogation et je crois même que tout le monde se demandait quel allait être le réalisme ou les qualités de ce joueur par rapport à ce qu'il montrait aux entraînements et tous les jours. Et puis, on se rend compte qu'à chaque match, il marque et que si vous demandez à un attaquant, c'est de finir les actions, c'est d'être là, c'est d'être dans des moments où l'adversaire perd le ballon, où il y a une mauvaise relance, où parfois le gardien fait une faute, ou un défenseur rate un contrôle. Voilà, il y a plein de situations dans la finition qui sont de l'ordre de ce que fait l'adversaire. Et à ce titre, il est toujours en train de guetter, de voir ce qui se passe devant lui, parce qu'il a cette idée de marquer. Et ensuite, effectivement, c'est un joueur qui est costaud dans la protection du ballon, il a un style intéressant. Ce qui compte, c'est qu'il marque. Encore une fois, il ne faut pas aller chercher non plus il y a 14 heures, vouloir qu'il ait toutes les qualités du monde. S'il a toutes les qualités de Lewandowski, il n'est pas là aujourd'hui. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est réaliste, qui marque, qui est vraiment utile à ce collectif. Ouais, mais est-ce que vous comprenez quand on dit que moi je m'inclus dans le lot parce que moi ce que je lui ai reproché quand Camille dit qu'il y a eu débat, moi j'ai toujours été un peu sur son dos dans le sens où on a le sentiment que bien qu'il soit un buteur qui ait du sang-froid et ça c'est incontestable, est-ce que vous comprenez que certains lui reprochent un peu d'être le Olivier Giroud du TFC pour caricaturer, alors que au TFC on a eu des grands attaquants, on a eu des Ben Yedder, on a eu des Braithwaite qui avaient une technique qui n'était pas celle-là. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir
une espèce de frustration parce que voilà, quand il rate un geste simple, c'est-à-dire décaler Adli au bon moment à cause d'une conduite de balle qui est mauvaise, est-ce que voilà, vous comprenez que ça peut frustrer les supporters ou est-ce que bon, vous restez dans cette optique de bon, c'est un attaquant, on lui demande simplement de marquer, il le fait, basta. Non, c'est pas aussi simple, c'est pas que simplement, c'est la priorité, hein. Vous êtes attaquant, faut marquer des buts. Après, vous oubliez de dire que c'est une équipe, quoi. C'est quand s'il y avait 3 athlètes, ou je sais pas, des joueurs qui font que manier le ballon, qui demandent le ballon toujours dans les pieds, il faut se mettre à la place de l'adversaire, des défenseurs, savoir d'où vient le danger. Et quand vous avez des styles différents, eh bien, ça complique le rôle des défenseurs adverses, hein. C'est jamais facile si vous parlez Giroud, mais s'il n'y a que des Griezmann sur l'attaque, c'est pas non plus la même articulation autour de la créativité, de la finition du jeu. Voilà. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir comment la complémentarité peut se faire dans la créativité, dans la finition. Et je trouve que son profil, il est différent, vous le venez de le dire. Donc, avec son profil, il faut faire avec et il est intéressant parce qu'il conclut des actions. Après, si vous avez que des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds, qui veulent construire le jeu, qui décrochent, qui viennent dans les intervalles, qui viennent sur les côtés, tout le temps, c'est peut-être pas non plus l'efficacité. Voilà. Il complète bien le reste de l'équipe pour moi. Moi, j'ai une question, si tu me permets, Camille. Une question de manière générale, c'est une remarque. Je me posais la question, je disais aux copains des Violets, comment ça se fait que dans un match comme ça, où on voit qu'Amin Adli a fait beaucoup d'efforts, il s'est beaucoup dépensé, à la 80e ou même un peu avant, la 75e, subitement, Patrice Garand se prive de faire rentrer un joueur comme Giannis Antiste, qui a été un des joueurs qui a montré par le passé qu'il était un des joueurs les plus efficaces en sortant du banc, qui savait marquer des buts en sortant du banc. Pourquoi subitement Giannis Antiste ne fait plus partie des plans de Garand? Et voilà, c'est une question que je me pose. Et est-ce que pour vous, Elie, un joueur comme Antiste aurait pu apporter quelque chose d'autre dans ce match, justement? Est-ce que vous comprenez ce choix de laisser Antiste sur le banc de touche et de ne pas en profiter alors que Adli semblait un peu cramé? C'est à moi de répondre en premier. Si vous voulez. Je ne sais pas, je ne suis pas à la place. Il faut poser déjà la question à Patrice Garand, parce que c'est lui qui a les joueurs tous les jours. Après, on a vu Antiste à un moment donné, même Adli ne jouait pas tout le temps. Voilà. On a vu Ngoumou rentrer, il y a des joueurs, Bayo, il y a toujours des joueurs qui montrent quelque chose, ils donnent des passages plus ou moins bien. Voilà, Antiste, il a montré des choses intéressantes, ça c'est vrai. Après, aujourd'hui, quel est son état, quels sont les choix d'entraîneur? Vous faites un constat en supposant qu'il y a toujours la même régularité, toujours les mêmes attitudes, toujours les mêmes performances, parce qu'on l'a vu dans un jour bien. Voilà, l'entraîneur, il voit les joueurs au quotidien, tous les jours, et il n'a pas envie de se priver de quelqu'un qui a une très bonne efficacité. Après, on va le retrouver, on va le revoir. Antiste, c'est un très beau joueur, il fait partie de cette génération. Vous voyez les choses que sur un match, mais de manière globale, quand vous vous rendez compte des matchs qu'on a vus la saison dernière ou les saisons d'avant, et que vous voyez la dynamique avec les 5 jeunes, que ce soit Antiste, Adli, Amian, Koné, Diakité, etc., ou d'autres jeunes qui rentrent, quand vous voyez cette dynamique venir de la formation, quand vous voyez la qualité de recrutement qui a été faite, avec des gens qui ont du tempérament, qui amènent quelque chose à l'équipe. Moi, je regarde ça, je regarde de manière globale. C'est une autre dynamique, c'est une autre équipe, c'est un autre club, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. On a envie d'être derrière cette équipe. Voilà, il y a plus ces frustrations, ce mal-être, ces interrogations. Là, il y a toute une dynamique globale. Alors, des fois, il y a un joueur, c'est Antiste qui marque, des fois, c'est Illy, d'autres fois, c'est Adli, je ne sais pas. Mais ça importe peu. Ce qui compte, c'est de voir cette globalité et de voir ce beau dynamisme avec, vous avez raison de souligner, des bons joueurs, il y en a, et c'est des jeunes, et ça, c'est intéressant. Et puis en plus, à ce moment-là, on est quand même dans une phase où on est en train de reculer beaucoup. On a du mal à sortir le ballon proprement. Et donc, de faire rentrer Bayo plutôt qu'Antiste pour essayer d'allonger le ballon avec un attaquant qui est capable de le récupérer et de le conserver, puis c'est quand même l'une des principales qualités de Vakoun Bayo, ça semble pas non plus complètement insensé. Et pour revenir un peu en arrière sur l'action d'Ilé, moi, l'impression que j'ai à ce moment-là, c'est qu'il a eu
plus qu'une erreur technique, il a eu ce que doit pas avoir un attaquant, c'est qu'il a hésité. Il n'a pas su s'il allait frapper ou s'il devait la mettre en piste. Et en fait, il s'est un peu perdu dans sa réflexion. Il a oublié le ballon dans la réflexion. C'est vraiment la sensation qu'il m'a donné plus qu'une erreur technique à ce moment-là, en fait. Messieurs, on va enchaîner. Juste, Cam, on va enchaîner, mais dans 10 minutes, Eli, on aura une surprise. D'accord. Je serai toujours là. Je sais pas, moi, des surprises. J'espère qu'elle est bonne. Si c'est une bonne surprise, super. Ouais, c'est très bien, merci. Il n'y a que des bonnes surprises ici. C'est la sortie avec c'est bien, j'espère. C'est bien. Pour le moment, c'est bien. Parfait. Pour finir, messieurs, il faut 3 tops, 3 flops à dégager de ce match. Et après, on enchaîne. Tu peux en dire que tu peux en sortir. Il y en a un que tout le monde va mettre obligatoirement. Voilà. À part Dupé, sortez-en 2 et puis voilà. T'en as 2, t'as Dupé Adli. Il y a Adli, Dupé Adli qui ont été au-dessus du lot. Après, ça a été assez homogène. Et des flops, j'ai un peu du mal parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a fait un mauvais match. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, au milieu de terrain, Van den Boomen m'a beaucoup plu. Il a été propre dans sa façon de comme d'habitude, tirer les coups de pied arrêtés. C'était intéressant. Il aurait pu marquer d'ailleurs sur sa frappe de mule sur coup franc. Voilà, c'est un joueur qui a été au début de saison un peu écarté, qui prouve qu'il a sa place et plus que sa place et qui est sur un nuage en ce moment. Tout ce qu'il tente, il le réussit ou presque. Et j'ai vraiment envie de lui tirer mon chapeau parce que dans ce milieu de terrain à 3, où des Jagereux, et en ce moment on le sent un peu plus émoussé au même titre que Spearing, lui, il garde son niveau, il est constant et je le mettrai bien dans mes tops cette semaine. Mais c'est peut-être justement les 3-4 matchs où il a été écarté qui lui apportent la fraîcheur qu'il a à ce moment-là. Mais après, effectivement, dans les flops, autant quand tu regardes côté troyen, tu as la rentrée de Leslie Pentor qui a été catastrophique. Autant si tu regardes de notre côté, il n'y a pas grand monde qui a fait vraiment un match blindé d'erreurs où tu te dis il y avait moyen de faire beaucoup mieux. C'est vraiment… En flop, en flop, tu mets Moreira pour son énorme loupé. Mais si tu t'en tiens qu'à ça, forcément, tu ne peux pas dire que Moreira, en ayant fait un énorme loupé comme ça, tu ne peux pas le mettre dans un RAS. Tu es obligé de le mettre dans un flop, selon moi. Avec toute l'activité qu'il a eue, tout le boulot qu'il a abattu, retenir juste cette erreur. C'est tellement grossier. On va rappeler quand même que c'est pas son poste et que c'est pas lui qu'on demande de finir les actions. Et pourtant, il est là pour essayer de la finir. Ça me semble violent et difficile d'aller le mettre en flop juste pour cette action-là. JB, pour trancher et enchaîner. Je suis assez étonné que personne ne mette Ruben Gabrielsen, que j'ai trouvé j'ai assez… Moi, j'ai les 3. Amiens, Gabrielsen, Diakité, moi, dans le lot. Ah ben voilà. Je trouve qu'on avait récupéré en janvier une défense assez solide et là, je les retrouve un petit peu des erreurs de relance, des hésitations. Et c'est marrant parce qu'on en discutait avec nos confrères des Girondins juste avant et en fait, ils me disaient mais c'est quoi? C'est plus des erreurs tactiques ou des erreurs techniques? Mais j'ai envie de dire, en fait, le schéma, il est bon. Mais c'est plus des petites erreurs individuelles comme on l'a vu sur le but troyen avec le milieu de terrain, mais contre Auxerre, c'est Bafo aussi qui fait une mauvaise relance à un moment donné. Je n'ai pas trouvé Gabrielsen dans son rôle de leader de la défense. Voilà, je suis toujours un peu circonspect sur ce joueur. C'est un match sur 2, quoi. Ouais, voilà. Je n'ai pas envie de m'exprimer sur le cas de Moreira. Non, c'est compliqué quand même parce que la relance, la défense, les impliquer sur les relances, il faut regarder aussi que devant, on a eu du mal à se sortir du pressing troyen et du marquage troyen et qu'il n'y avait pas vraiment de solution évidente pour des relances propres et courtes. Hein. Donc, il faut regarder la globalité des choses, quoi. Non, mais effectivement, ils n'ont pas été ouffissimes, mais c'est la même chose depuis les 3 derniers matchs. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que normalement, les 2 tauliers qui devraient amener l'autre, c'est Gabrielsen et Amiens. Et en fait, on se rend compte que la défense en général, elle est moins bonne quand Diakité est moins bon sur les derniers matchs. Et les 3 derniers matchs Diakité, alors qu'il avait été fait très très bon vraiment depuis le début janvier, là, il a rebaissé un petit peu et c'est toute la défense qui a baissé. Alors, c'est un petit peu bizarre que ça soit Diakité le plus jeune qui entraîne les 2 autres à être meilleur. Est-ce qu'on a une défense un petit peu plus solide? Et effectivement, honnêtement, cette rubrique flop depuis le début de l'année, c'est une galère sans nom parce qu'on a du mal
à en trouver un complètement nul, quoi. Comme on le dit chaque semaine, c'est pas flop dans le sens où il était nul, il faut le retirer le maillot. C'est dans le sens celui qui a été moins bon sur le match. Alors, on va essayer de changer les termes d'ailleurs pour les. Il y en a toujours qui sont un peu en dessous. Mais honnêtement, depuis le début de l'année, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont été minables, ne serait-ce même que sur un match. L'année dernière. C'est arrivé hein, une ou deux fois, mais pas tant que ça, quoi. Par rapport à l'an dernier, c'est moins plein, quoi. Messieurs, on va rapidement faire les pronos et ensuite on va enchaîner tout simplement avec. La surprise arrive, les amis. Rapidement, pour présenter le match face à Bordeaux, il y a 2-3 infos. Là, je laisse JB ou Samuel nous les dicter sur les compos, apparemment, parce qu'on va avoir un nouveau gardien, on va avoir un petit jeune qui va faire une apparition. Enfin, voilà, juste 2-3 infos comme ça, et après on enchaîne sur les pronos, messieurs. Pour le match de Bordeaux demain. Demain. Donc, le gardien suédois, c'est Isaac Peterson. On devrait garder le 3-5-2 demain avec le grand retour de Sébastien De Wast, notre recrue hivernale dans l'axe de la défense avec Augustine Rogel et Anthony Rouault. Ouais, ça fait rêver, mon pote. La surprise, c'est, on l'a annoncé cet après-midi sur le site, c'est effectivement la probable titularisation au poste de latéral gauche de Tom Rapnouille, qui est un milieu relayeur de formation, qui faisait partie. C'est la surprise, Elie. On a une autre. Oui, c'est pas la surprise, c'est pas Tom Rapnouille, la surprise. Ouais, Elie, franchement, la surprise Top Rapnouille, on t'aurait déçu quand même. Non, Top Rapnouille, milieu relayeur qui faisait partie de l'épopée en Gambardella il y a 2 ans quand on était finaliste et qui sera donc normalement piston gauche demain. Et voilà, après. Il a déjà joué latéral gauche, JB. Comment ? Moi, je l'ai vu. Très rarement. Oui, mais moi, figure-toi que je l'ai vu jouer 3 fois. Et Football Manager. Il a fait un match et demi latéral gauche. Il a fait une mi-temps et un match entier latéral gauche. Je pense que tu as vu à peu près les seuls moments où il a joué latéral gauche. Et ce qui est très fort, c'est que Moussa Diarra, qui est latéral gauche, va jouer relayeur. Et ça, c'est fort. Ça, il faudra qu'on en parle les prochaines émissions, parce que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop. Mais bon. Et il nous fait une tourelle. Ouais, c'est une tourelle dans le jargon. C'est exactement ça. C'est qui Keben ? Kevin Keben, c'est un défenseur central. On dit que c'est un peu… attention, lui, il peut signer professionnel peut-être dans les prochaines années. Défenseur, je crois qu'il a été sélectionné dans l'équipe de France de jeunes. Si tu me laisses 2 secondes, je peux le vérifier tout de suite. Honnêtement, JB, moi, les jeunes, la plupart, on les connaît. Moi, je n'avais jamais entendu parler de lui. Si, il fait partie des noms qui… il fait partie… Ouais, il avait été retenu dans une sélection au même titre qu'un autre qui s'appelait Alexis Tsipidi. Je te dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, il fait partie de ces défenseurs centraux à suivre. Ok. Allez, messieurs, avant que la surprise arrive, parce que j'ai une connexion qui va arriver, les pronos très rapidement pour ce match de Coupe de France. Mehdi. Contre Bordeaux, j'ai peur qu'ils soient prévenus parce que les équipes de Ligue 2 ont gagné contre les équipes de Ligue 1 ce soir. On va dire 2-1 pour Bordeaux. Avec un but de Ngoumou. JB. 2-1 pour le TFC, but de Manu Koné, but de Janis Santiste et but, je m'en fous des Bordelais. Et il y en a 2, c'est bon. Nathan. On va dire 1-0 Antiste en fin de match. Allez, Yves. Alors, 0-0 pour que nos remplaçants soient bien et on se fait éliminer au tir au but par les Bordelais, ce qui arrangera tout le monde. Ça, c'est pas faux. Vincent. 0-0, mais côté optimiste, victoire au tir au but. Ouais, putain. Il me manque Sam. Mon cœur a envie de dire victoire de Toulouse. Ma raison me conforte dans le fait que j'ai envie de voir Bordeaux s'imposer pour que le TEF arrête cette coupe et se concentre uniquement sur l'objectif numéro 1 qui est la Ligue 2 et la montée en Ligue 1. Donc, j'ai envie de te dire que j'espère qu'on va être débarrassé de cette coupe, donc on perdra 1-0 et un but de n'importe qui, j'en ai rien à foutre. Elie, un pronostic pour ce match pour le Bobico, j'ai envie de dire, entre Bordeaux et Toulouse. Le Bobico. Le Bobico. Ouais, non, mais les 2 équipes vont utiliser des nouveaux joueurs, enfin des joueurs qui ne jouent pas d'habitude. Pour cause, Toulouse veut monter, c'est l'objectif de la saison. Et en fin de semaine, Bordeaux doit jouer contre Marseille. Vous savez que Marseille n'a jamais, depuis 40 ans, c'est un Bobico. N'a pas fait de résultats à Bordeaux, donc
Ça va être le match des remplaçants, enfin des doublures, on les appelle comme ça, de ceux qui jouent pas régulièrement, qui rentrent pas, qui démarrent pas les matchs. Donc ça fera un match nul pour moi. Et puis à la pièce, on verra qui gagne au tir au but. Oui. Oh, la langue de bois, Elie. Oh là là. Mais non, qu'est-ce que je dise? Ah, c'est affreux, j'ai l'impression d'être en conf de presse. Non, mais on verra qu'ils avaient des nouveaux joueurs. Déjà, il me tarde de voir le nouveau gardien à Toulouse. On verra ce que ça donne. Poussin à Bordeaux, intéressant, ça va être bien. Il faut prendre les matchs les uns après les autres, les 3 points. Non, mais on n'en est pas là. Mais vous verrez, si je vous dis match nul, vous êtes 2 à avoir dit 0-0, moi je dis 2-2, et 2-2, et au tir au but, c'est la loterie. Hein. Et juste, quand même, le temps que tu acceptes, les pronos sont finis? Je donne le mien au 0-0 de tir au but, et c'est Peterson qui nous sauve le match, et tout le monde va faire « Oh là là, il est trop fort ce gardien !» Le temps que tu acceptes la surprise, du coup, quand même, je vais juste pour Kevin, ouais, c'est ça, pas de sélection en équipe de France, mais génération 2004, il a toujours été surclassé, gros physique, et c'est un profil, effectivement, je me rappelle, à la Issa Diop. Voilà, donc c'est un peu le successeur de Issa Diop. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Maga de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct! Et c'est marqué! Yann Podigère! Monsieur, et la surprise est là! Surprise pour la 100e. C'est une surprise pour tout le monde. Et monsieur Achille Emana est là pour la 100e avec Elie. Bonsoir. Attends, je vais bien me mettre parce que là, comme je suis noir, on ne me voit pas. Donc, Achille Emana, messieurs, qui est avec nous ce soir en plus d'Eli Bob. Voilà la surprise, Elie. C'est Achille, votre meneur de jeu entre 2006 et 2008. Et là, on n'est pas bien s'il nous dit que ce n'était pas une bonne surprise. C'est une très bonne. Un plaisir de revoir l'athlète. Il joue toujours, hein. Il est magnifique. Non, c'est un vrai plaisir. Merci de me faire ce plaisir parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, à la fois en tant que joueur, parce qu'on a fait des belles choses ensemble, mais aussi au niveau humain, c'est quelqu'un de formidable. tu as toujours été un père pour moi, donc pour moi, c'est normal. Aujourd'hui, je ne vais pas te mentir, ça me fait plaisir de te voir. Même comme tu as la barbe blanche. Oui, je suis le papa. Achille Emana, messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, rapidement, joueur de... Mais qui ne connaît pas Achille Emana? Arrêtez, sortez de ce live. Quittez. Des fois, ils savent pas. Vainqueur de la Ligue des Champions CONCACAF, messieurs, quand même. Et, finaliste de la CAN, finaliste de la Coupe des Confédérations internationale camerounais. Et surtout, il a même disputé un match de Coupe du Monde. Et ça, messieurs, on n'en reçoit pas tous les jours des gens qui ont disputé des matchs. Il a joué en Inde aussi. Voilà. Et ça, on n'en reçoit pas tous les jours des gens qui ont joué en Inde. Surtout, c'est surtout pour moi, Achille Emana, c'est celui qui incarne, avec d'autres joueurs, certes, mais peut-être au mieux la génération Pichoun au TFC. On va pas se mentir, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vous associent à ça. Donc, déjà, un grand merci parce que c'est un bonheur aussi pour nous pour la 100e. C'est aussi une belle surprise pour Elie, mais aussi pour nous, même si nous, on le savait déjà un petit peu quand même. Donc, merci à tous les deux et à toi, Achille, aussi d'être avec nous ce soir. Le plaisir est partagé en tout cas. Ouais, messieurs, il nous reste un peu de temps dans cette émission. Ça va être le moment interview. On va faire une interview un peu Elie, un peu Achille. Moi, j'ai une première question, mais elle va être pour tous les deux. Qu'est-ce que font Elie et Achille de leur journée? Déjà, je passe la parole à mon père, donc c'est à lui de… la parole au plus grand, quoi, on va dire. Il sent du bois, Elie Bob, selon mes sources. Du bois, entre autres, ouais, je peux faire ça, mais je continue à toujours regarder le football, à lire des choses sur le football. Bon, je n'interviens pas à la télé comme je le faisais il y a quelques mois, mais je reste toujours proche du foot, à regarder des matchs, à lire des choses sur le football. Et après, comme j'habite dans une ferme, j'ai mon activité physique. Je n'arriverai jamais à être aussi solide qu'Achille parce que vraiment, c'est un athlète. Et quand je voyais ses abdos, quand je voyais ses dorsaux, là, quel phénomène. Même en faisant en fendant du bois, en travaillant tous les jours dans la ferme, on n'arrivera jamais à ça. Je te le prête.
Ah, il est là, il est là. Regardez. Les abdos d'Achille en Ah, direct. ouais, ça c'est vrai, magnifique. On vient de prendre 10% d'auditoire féminin en plus. Merci Achille. Et Achille, qu'est-ce qu'il fait de cette journée? De mes journées, depuis que je suis rentré de l'Inde, il y a eu le problème du Covid. Donc, tout a été fermé, les frontières ont été fermées. Bon, ben, j'essaie de profiter du temps que je n'ai pas pu avec mes filles. Je m'entraîne tous les jours. Je fais du CrossFit. Et j'aide aussi mon agent parce qu'on a une agence d'agents de joueurs ici. Donc, au niveau Afrique, j'essaie aussi de trouver certaines petites pépites pour l'agence. Et puis voilà, maintenant, je suis toujours en activité. En attendant, s'il y a quelque chose de bon, s'il n'y a pas, bon, ben, je vais attendre. Mais c'est surtout qu'à cause du Covid, bon, ben, compliqué. Elle n'est pas trop en haut parce qu'au jour d'aujourd'hui, le football est différent qu'avant, quoi. Mais tu veux toujours jouer? Je veux toujours jouer. Mais moi, je voudrais qu'à un moment donné, tu donnes des conseils à tous ces petits qui arrivent. D'ailleurs, il y a un neveu, c'est un neveu à toi, le petit Ngoumou, non? Oui, mais il y a plein de jeunes qui au TFC, il y a vraiment des jeunes de qualité. Un jour, il faudrait qu'il y ait un papa comme toi qui les guide un peu plus, quoi, qui les accompagne, parce qu'il y a vraiment des pépites et il faut les façonner. Comme toi, tu as connu tout ça et comme tu es encore dans le coup, ça serait bien que tu te rapproches de ces jeunes. Il y a quelques mois, je suis allé à Toulouse pour parler avec le président Olivier, parce que bon, je voulais quand même les 6 derniers mois jouer et intégrer le club pour ce que tu dis. Bon, après, bon, il faut comprendre que par rapport à certaines personnes du club, je ne vais pas te citer les noms, que par rapport à mon âge, je suis déjà vieux pour. Donc, ça m'a un peu déçu, ça m'a refroidi et c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus remettre les pieds à Toulouse, quoi, on va dire. Et avec la nouvelle direction. Messieurs, avec la nouveau projet. Non, donc pas la nouvelle direction. Bon, j'ai pas de contact avec la nouvelle direction parce que, comme je te dis, après cette nouvelle de dire que je suis vieux parce que j'ai 38 ans, je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs ici en Espagne, ils ont 38 ans, ils jouent en deuxième division, même en première division, et moi, me dire que j'ai 38 ans, alors que j'ai vu certains jeunes à ce moment qui faisait descendre Toulouse en deuxième division, qui ne courait même pas au stade, et me dit que je suis vieux. Ça m'a un peu refroidi un peu, venant surtout de lui et de son entourage, quoi, vu qu'ils m'ont vu tous grandir, ils ont vu de quoi je suis capable, même si je suis vieux, même en marchant, je crois que je cours plus que certains, même en marchant, quoi. Donc, c'est quelque chose qui m'a un peu refroidi, et comme je suis quelqu'un de... Tu me connais, Elie, je suis quelqu'un de très direct, j'ai pas dit tout simplement que si c'est une place qui l'attend de moi là-bas, bon, ben, qu'il ne va pas me trouver parmi les lèche-boutes, quoi. Elie, Achille vient nous dire que pour le moment, il ne voulait pas trop revenir sur Toulouse, mais vous, est-ce qu'il y aurait moyen de vous revoir aux côtés sur les rives de la Garonne? Non, mais Achille, on parle avec Achille parce que c'est bien. C'est un joueur qui vraiment a été formé à Toulouse. Il a une histoire, il avait une proximité avec Olivier Sadran. Après, avec tous les entraîneurs, il était quelqu'un d'important. Moi, par exemple, vous mettez dans une feuille de match, quand vous préparez un match, vous mettez le gardien parce qu'il y a le gardien titulaire, puis vous mettez un joueur. Et moi, je mettais toujours Achille en premier. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Je mettais le gardien, puis je mettais Achille, et puis je regardais comment on allait jouer autour, même si j'attendais pas tout de lui, mais jamais je m'y m'est venu à l'idée de ne pas le mettre sur une feuille de match. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours rempli ses missions en tant que joueur. C'est quelqu'un qui a une générosité énorme. Après, comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde, on a tous fait des erreurs. Mais il a quelque chose à transmettre. C'est ça que je voulais dire à travers cet échange. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de gens frais qui ont le sourire. Il a aussi cette générosité et il transmet le plaisir. Parce que le football, c'est du plaisir. Et Achille, il incarne à la fois la qualité du jeu et en même temps le plaisir. Voilà. Mais Achille, du coup, vous parlez en tant que joueur, mais en tant qu'éducateur ou formateur ou conseiller, c'est ça. Possible parce que, bon, à 38 ans, même si votre carrière n'est pas finie, et j'espère qu'elle sera encore plus longue, mais peut-être dans un futur un peu plus à moyen terme, revenir en tant qu'éducateur ou peut-être même aussi… Oui, c'est une proposition. Je ne dis pas non. Je ne ferme pas les portes à quoi que ce soit. On ne sait jamais.
aussi une seconde conversion. Je sais je suis conscient qu'en tant que footballeur, on a tous une date limite, quoi. Je vais pas finir comme Maldini, quoi. Mais Après, bon, le plus vieux, il joue au Japon, il a plus de 50 balais. Hein, donc, voilà. Mais bon, il est japonais, donc c'est la différence, quoi. Moi, au Cameroun, je suis sûr que je peux finir même à 60 ans. Donc, Non, mais Hilton, il a quel âge, Hilton? 42, non? 43 ans et il joue toujours à Montpellier. Donc voilà, c'est aussi ça. Il me dit que moi, je suis vieux à 38. C'est différent, quoi, tu vois. Mais bon, c'est juste un lapsus. Donc, c'est quelque chose que je ferme pas la porte. Je dis pas non de pouvoir conseiller certains jeunes. Mais maintenant, ce sera au club de voir comment ce sont selon les négociations, quoi. Messieurs, on va en profiter que vous soyez là pour essayer de revivre un peu les plus belles plages du club. Hein. On va se replonger dans le passé. On va revenir en 2006, saison 2006-2007. Une saison, on va dire, lambda du côté du TFC. Lambda. Ouais, tu as raison. Ouais. Bientôt, elle sera lambda. Mais cette année-là n'était pas du tout lambda, messieurs, parce que c'est la fameuse l'année où on se qualifie au tour préliminaire de Ligue des Champions. J'ai une première question, moi, c'est pour Elie. Quand vous arrivez sur le banc du TEF en 2006, le TEF vient de finir 16e, de boucler son exercice à la 16e place de Ligue 1. Quels sont les objectifs du président quand vous arrivez sur le banc? Il n'y avait pas d'objectif vraiment par rapport à une place. Il y avait l'idée déjà de trouver un groupe qui soit généreux, qui soit à l'image de ce qu'attendent les supporters toulousains, c'est-à-dire beaucoup d'engagement, beaucoup de projections vers l'avant. Voilà. Il y a un tempérament. On n'a pas les mêmes objectifs. J'ai fait beaucoup de clubs. Il y a pas, c'est là qu'il faut identifier le club, savoir quelle va être l'identité du jeu du club. Et là, on voulait avoir une équipe très généreuse. Après, au niveau du classement, il fallait arrêter de se faire peur dans les dernières places. Être dans la première moitié de tableau, c'était en gros l'idée, quoi, d'être de la 10e, ensuite au mieux possible sur la première partie de tableau, sans toujours penser à se maintenir. À quel moment vous vous êtes dit, là on peut faire quelque chose, on peut aller viser plus haut que ça? À quel moment vous avez senti que vous étiez taillé pour faire plus? Non, on est resté dans ces idées-là de générosité, d'engagement, d'enthousiasme aussi, parce qu'il y a les entraînements, il y a la vie au quotidien. Et c'était vraiment un groupe qui vivait bien, qui avait envie de s'éclater, comme on dit. Et il y a cette notion, je ne répéterai jamais assez, mais le foot, il faut se faire plaisir. Il y a la notion de plaisir. Il n'y a pas que le résultat. Il y a à partir du moment où, effectivement, où il n'y a pas les résultats, le plaisir, il disparaît. Mais pour garder ce plaisir, il faut être généreux en tout cas. Il faut être solidaire. Voilà. Et il faut aller chercher ce qu'il y a de meilleur dans chaque joueur. Et tous les jours, ça s'est construit. Après, les résultats aidant, vous êtes dans la première moitié à la trêve. Vous dites on va continuer. Et puis, au fur et à mesure, au moment donné, à quelques journées de la fin, on s'est dit on peut peut-être être 5e, quoi. On peut peut-être être européen, peut-être on peut être 5, 6e, on va jouer le coup à fond et puis un dénouement final sur les derniers matchs et surtout le dernier match où on se retrouve 3e. Et voilà, s'il fallait aller le chercher, les joueurs sont allés chercher ce résultat par leur qualité, par leur générosité, par leur solidarité. C'était vraiment un beau groupe et quelque chose de bien qu'on a vécu là, avec des joueurs comme Achille, Elmander, Duchesse, n'importe tout, je pourrais tous les citer, qui réalisaient à chaque match, et il y avait des performances et on mettait en évidence des très bons joueurs. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'on a aussi une énorme part de chance sur cette saison-là, parce qu'on prend quand même des points à Nantes où on était super mal engagé avec la victoire sur tapis vert suite à l'envahissement du terrain. Donc, il y a quand même, c'était une saison où en fait, il ne pouvait rien nous arriver et tout ce qui devait tourner dans le bon sens a tourné dans le bon sens quasiment. Non, mais s'il devait rien nous arriver, on aurait été champion. On a fini que 3e. Oui. Après, messieurs, lors de cette saison, on gagne plus depuis le 14 avril, jusqu'à ce premier tournant que vient de nous dire Yves avec ce match gagné sur tapis vert. On était second à ce moment-là, on venait de gagner face à Auxerre. On redescend jusqu'à la 6e place. Et lors de ce multiplex fou, parce que c'est un multiplex fou quand même, parce que Nicolas Fauvergue, ce jour, je pense qu'on a tous voulu le recruter au TFC.
ont marqué ce but et nous mettre à la 3e place, enfin, c'est plus que fantastique, c'est mythique. Et d'ailleurs, on a une traditionnelle interview des supporters qu'on fait dans l'émission. Leur plus beau souvenir, ce match-là, il revient très, très souvent. Il y en a certains, c'est Angers pour plus récemment, mais celui-là, il a marqué toute une génération de supporters. Est-ce que le coup du foulard d'Achille Emana refusé, est-ce que tu l'as toujours là, Achille? Nous, on l'a là encore. Hein. Parce que moi, honnêtement, entre le but de Mansaré, où il se prend pour Messi, et derrière ça, et c'est refusé, là, j'ai failli canner un copain. Ah, et ça, là, en tout cas, hein, il est toujours... Avec la VAR, il y a les buts. Hein. Non, mais il ne faut pas oublier que cette année-là aussi, quand on perd, on se retrouve 6e. Je me rappelle très bien, ce matin-là, c'était un dimanche, et lui nous avait punis d'une manière où personne ne fait. Et ça, je vais jamais l'oublier parce qu'on arrivait tous, on se disait, bon, ben, c'est pas grave, on a perdu, on va s'entraîner comme d'habitude. Moi, je me disais, bon, je vais faire du vélo et tout. Et lui s'est mis au stade, au milieu. Il nous avait fait des fat decks. On a couru d'un camp à l'autre, jusqu'à ce qu'on me disait, mais ça finit jamais, ça finit jamais. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a aussi qui nous a marqué, parce que là, c'était vraiment une façon de nous faire comprendre que, bon, ben, même si on est arrivé où on est arrivé, c'est pas n'importe comment. C'est lui le patron, il a mis un point sur la table et il nous a montré de quelle manière. Donc, en tant que nous, on était jeunes et se retrouver la semaine suivante en train de recevoir ce genre de punition, je vous assure que quand j'entrais sur le terrain, je n'étais plus qu'un lion parce que je me disais, quand je regarde lui, c'est moi qui suis capitaine, il va me regarder et il va crier sur moi. Je vais dire, non, mieux, je me sacrifie, même s'il faut courir comme un lion, parce que je ne voulais surtout pas recommencer encore le dimanche suivant, en train de courir au lieu de me reposer, quoi. Donc, c'était, je pense, le début de quelque chose qui a marqué certains joueurs et qui nous a fait beaucoup plus grandir, quoi. Moi, j'ai une question, mais c'est une question purement supporter, les gars. Comment il était, Elmander? Je pense qu'on peut se poser. Pour la petite anecdote, c'est mon joueur préféré. Moi, à l'époque, je n'habitais pas à Toulouse. J'avais croisé le groupe à l'aéroport. Vous partiez jouer un match à Lille. J'ai croisé Elmander. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je devais avoir 12 ans. J'ai tellement badé devant lui que je l'ai laissé passer. Je n'ai même pas pris une photo, pas un autographe, rien. Alors qu'avec Achille et tout, je l'avais fait. Et je l'ai regardé de haut en bas comme ça. Et je n'ai pas su quoi dire. Je le regrette maintenant, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, comment il était à l'entraînement? Est-ce que c'était le même guerrier qu'on a connu sur le terrain? Parce qu'il a marqué tous les Toulousains quand même. En tout cas, moi, j'ai joué avec lui. Je peux vous assurer que c'était une bête. Hein. C'était une bête. J'ai eu j'ai rencontré des avant-centres qui sont passés à Toulouse, comme Cédric Forêt, comme Bancarel et tout. Mais lui, c'était... je peux dire, on dit, je suis une force de la nature, mais lui, c'est que quand il entrait, il n'avait pas peur de mettre son pied. Vraiment le vrai Africain blanc, quoi. Donc, si là, il fallait mettre le pied, il entrait partout, il n'avait pas peur de quoi que ce soit. Et je savais très bien, même s'il ne parlait pas bien français en ce moment-là, on s'entendait sur le terrain parce qu'on communiquait tout le temps. Et ce qu'on a eu aussi, le plus qu'on a eu, c'est qu'aux entraînements, Elie nous faisait je ne pense pas qu'on a passé un seul entraînement où on n'a pas joué ensemble, même si c'était des petits matchs. Ce qui a fait en sorte que cette complicité grandisse jusqu'à la fin, quoi. C'est un vrai duo, ça, quand même. Emana et Elmander, ça me fait penser un peu à Adli avec Rhys ou autre cette année. C'est le numéro 10 qui tourne derrière l'attaquant. C'était quoi l'idée de base, Elie, d'associer ces deux joueurs? On a dit Achille, déjà, on avait un esprit de combativité, de récupérer le ballon le plus vite possible, de travailler pour l'équipe. Donc, quand vous avez des attaquants ou des joueurs offensifs comme Achille ou Elmander qui se dépouillent pour récupérer le ballon, quand vous êtes derrière, que ce soit Dieu, Cyriel, Ribagé, qui que ce soit, ils sont obligés d'être à la hauteur. Donc, il y avait déjà cet esprit d'harceler le porteur du ballon adverse. Et pour ça, il
il fallait des associations de joueurs généreux. Les deux étaient, et ça partait pour moi le travail de hauteur du bloc équipe, l'auteur du pressing, tout ce qui concerne la récupération, ça part des attaquants. Ensuite, quand on avait le ballon, évidemment, il y a pour Achille qui avait une gestuelle, une technique hors norme, enfin de grande qualité. Eh bien, plus il jouait avec Elmander, plus il arrivait à se trouver. Je pense que des fois, il n'avait même pas besoin de. Il savait où était l'autre, il savait comment se déplacer, il savait comment lui transmettre le ballon. Et là, il a raison de souligner. Pour moi, à l'entraînement, j'aimais bien, j'ai toujours fait ça dans mes équipes, associer les joueurs pour qu'ils se comprennent le mieux possible. Quand un attaquant fait un déplacement, fait un appel et que celui qui a le ballon, le porteur du ballon, il sait exactement où il doit mettre le ballon, ça complique le travail de l'adversaire. Hein. Donc, plus on se connaît, mieux c'est. Voilà, c'était ce duo qui se complétait bien. Et après, c'est vrai que, comme il a souligné, physiquement, les deux, ils faisaient un travail énorme. Hein. Il n'y a qu'à se souvenir de ce match contre Lyon. D'ailleurs, Elmander, il était très engagé sur ce match. Comment ? Exceptionnel ce match contre Lyon, exceptionnel. C'était voilà, ça peut résumer cette entente et cette générosité des attaquants. Contre Marseille aussi, n'oublie pas. Le match contre Marseille, par exemple, je me retrouve côté gauche et demandais côté droit. J'ai juste eu à me retourner, même sans regarder, je savais exactement qu'il était déjà parti. Donc c'était des choses. Il y avait Batles aussi qui savait très bien que je savais qu'avec sa technique, dès qu'il se tourne, il va me retrouver. Paolo César, par exemple, c'est quelqu'un aussi que je savais que au milieu de terrain, c'est des gens qui sont techniquement avaient déjà une vision et me rajoutaient cette vision à moi parce que je savais que juste en se retournant, ils savaient où ils allaient me trouver. Et moi, j'avais qu'une seule idée, c'est de lever la tête et avant de voir, je savais déjà où se trouvait le Elmander. Donc, c'est un tout, en fait, qui faisait en sorte, qui a fait en sorte qu'on soit à cette équipe à cette époque. Elie, c'était qui le plus fort en attaquant à l'époque au TFC entre Johan Elmander et Pavel Fort? Pavel, ouais, il partait de loin, mais bon, voilà. Et Dédé Gignac, il était remplaçant à l'époque. Non, il est venu l'année d'après. Hein. Oui, mais là, tu l'as eu coaché. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce joueur-là, il explose autant comme il l'a eu fait une ou deux saisons? Là, on parle d'un groupe. Vous savez, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est ça le football. Ça veut dire qu'il y avait des affinités et, comme le dit Achille, les yeux fermés, les joueurs se comprenaient et avaient surtout envie de faire les efforts ensemble ou de comprendre ensemble les déplacements parce que l'intelligence de jeu collective, elle a une valeur inestimable. Vous pouvez avoir un joueur qui a une grande valeur, mais si ce n'est pas dans le collectif, dans la réflexion ensemble, dans la réflexion collective, l'efficacité, elle est moindre. Ce n'est pas la somme de qualité qui fait une équipe. Et cette équipe-là, elle avait des repères en commun, elle se trouvait, elle avait des idées communes pour aller vers le résultat. En tout cas, messieurs, on est là pour la 100e, on déborde, c'est pas grave, c'est la 100e, on s'en fout, on a pas mal de petites questions. Il y a Vincent qui a des petites questions un petit peu décalées avant qu'on attrape quelques questions des supporters, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur lesviolets.com. Mais d'abord, Vincent a des petites questions un petit peu décalées à vous poser. Oui, c'est des questions voilà, vous pouvez répondre tous les deux. C'est bien sûr sur le Toulouse de l'époque, le Toulouse que vous avez connu. Tout simplement, pour commencer, qui était le joueur le plus drôle de l'effectif à l'époque? Celui qui fait toujours des blagues, toujours plus déconneur que sérieux. Le fanfaron. Voilà. Qui était le fanfaron? Et elle avait plein. Et elle avait plein, mais le plus souvent, c'était Issou Dao. C'était Issou Dao parce qu'il amenait toujours des blagues. Mais celui qui amenait des blagues un peu à l'africaine, c'était Issou. Et celui qui s'est chargé de se moquer de tout le monde, c'était Lucien Orbé. Qui était le joueur le plus impressionnant de l'effectif? Celui, même si on ne s'en rendait pas forcément compte en match, celui qui était vraiment le plus fort à l'entraînement, celui qui se donnait le plus? À part toi, Achille, bien sûr.
Non, mais moi, on vient de le dire, hein, c'est Achille qui était vraiment impressionnant dans tout ce qu'il faisait tous les jours. Après, Elmander, c'était quelqu'un d'impressionnant. Bon, après, il y avait d'autres joueurs. C'est difficile de faire une hiérarchie, mais là, on tape juste si on dit Achille, Elmander. Voilà, c'est des joueurs qui étaient impressionnants à l'entraînement. Mais après, si vous regardez Nicolas Duchesne, il avait passé toutes les saisons comme remplaçant. C'était la première saison qu'il était titulaire. À l'entraînement, il donnait tout. Et en plus des spécifiques ou de ce qu'il faisait dans les oppositions ou dans les jeux, il était toujours à fond. Voilà, il y avait beaucoup de joueurs vraiment dans l'engagement. Et est-ce qu'à l'inverse, il y avait un joueur qu'il fallait absolument tout le temps pousser, qui se cachait un peu à l'entraînement? Il fallait que certaines se révèlent. Hein. Il y avait des jeunes joueurs aussi qui sont venus avec nous. Il ne faut pas oublier que dans ce groupe, on rejoint des joueurs qui ont fait une belle carrière comme Moussa Sissoko, etc. Voilà, donc il y avait des jeunes qu'il fallait effectivement accompagner, un peu pousser. Et pour ça, il y avait aussi des gars d'expérience comme Nicolas Dieuze, comme Panchi Sirier, comme Henri Bagé, des gars qui conseillaient aussi les autres. Voilà, il y a toujours à faire des efforts pour faire réussir les jeunes, à les pousser. Voilà. Et Achille a rigolé, donc Ouais, lui, il va donner des pas noms. avoir la réponse. Il va donner des noms, Achille. Non, mais lui, il va donner des noms, mais il peut le faire. Ouais, Non, ce soir, Elie, il se mouille pas trop ce soir. donner des noms, c'est que aux entraînements, bon, un mec comme Mansare, lui, s'amusait aux entraînements et il fallait. Albin Ebondo, par exemple, c'est quelqu'un qu'il fallait toujours être derrière lui, mais le jour du match, c'était pas la même personne, quoi. Donc, aux entraînements, nous, on prenait les entraînements comme de la blague, mais à la fin, ça se transmet le jour du match et au fur et à mesure des années, quand on devient plus mature, on se rend compte que ce qu'on a appris aux entraînements, en fait, c'est ce qui va se passer le jour du match. Si l'entraîneur a fait ça, en fait, c'est effectivement ce qui va se passer. Au moins de petits détails d'un corner, on peut prendre un but et c'était en fait ça. Donc, même moi-même dans le fond, même si j'avais des qualités, j'étais le premier qu'il fallait pousser. Parce que si Elie même ne me mettait pas la pression, je pense que je me serais dit, c'est pas grave, je suis titulaire, je suis capitaine, je peux faire ce que je veux. Mais bon, comme on dit, le bon exemple commence par soi-même. Ce que lui, il m'a surtout appris. Et c'est comme ça que tout est parti. Allez, j'en ai une dernière. Et Elie, vous pouvez vous boucher les oreilles, il y a prescription. Qui était le joueur le plus fêtard de l'effectif? Il y avait beaucoup aussi. Non, il y avait beaucoup. On était tous voilà. C'était si on gagne, on fait tous la fête. Et si on perd, chacun chez soi parce que sinon, Toulouse est petit. Hein. La ville rose, elle est petite. Hein, donc, ça va se savoir. Et Elie, il avait des inspecteurs un peu. Mon petit doigt me dit que Fodé Mansare avec quelques adresses qu'Elie ne devait pas connaître. Non, mais Achille, je pense qu'il était pas mal aussi. On ne sait pas, il y a prescription, mais il y avait beaucoup de bons. J'étais caché. Et comme je dis, il faut toujours savoir quand le faire parce que moi, tu le sais très bien, Elie, c'est que quand on faisait nul, ça m'énervait. Quand on perdait, ça m'énerve encore plus. Donc, je profitais. Par exemple, quand on gagne, là, je sais au moins que je suis ouvert par une victoire. Donc, ça va. On va maintenant passer à des questions que des supporters ont posées sur le Facebook Live, ce qu'on a en Facebook Live sur lesviolets.com pour cette 100e. Et c'est toujours Vincent qui va vous poser les questions, mais ça ne sera pas de lui directement. On a une question de Thierry qui vous demande quel est votre joueur préféré dans l'effectif actuel du TFC. Elie ou tous les deux. C'est chacun son tour. Non, j'ai pas regardé l'équipe du TFC pour l'instant parce que j'étais au Cameroun. J'ai pas eu à regarder
le début du championnat. Comme je vous ai dit, à cause du Covid, le championnat est devenu un peu soit français, anglais ou espagnol. Pour moi, c'est un peu bizarre de jouer sans public ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, j'étais un peu plus préoccupé par l'éducation de mes enfants parce que j'ai plus passé mon temps à voyager, à jouer dans des pays étrangers. Et aujourd'hui, j'essaie un peu de me consacrer aux enfants. Bon, moi, je vais rester solidaire des gardiens. J'aime bien sûr, les performances de Dupé. Voilà. Il contribue à prendre beaucoup de points. Après, il y a toute cette génération de jeunes avec Adli qui représente vraiment quelqu'un pour l'avenir de grande qualité. Et puis au milieu du terrain, Spearing, voilà, il y a des bons joueurs. Van den Boomen, là, quand il tire des coups francs, il fait peur. Voilà, il y a vraiment beaucoup de qualité, mais je retiendrai le Dupé parce que gardien, Adli et Spearing au milieu. C'est plus une question pour Elie, même si Achille pourra répondre. Est-ce que c'est Johan qui nous demande s'il y avait des joueurs qui étaient plus durs à gérer que les autres dans l'effectif? Plus dur, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a toujours des... Vous savez, les joueurs, ils ont leur personnalité, ils ont leur affectif, ils ont leur manière de vivre, etc. Donc, il faut être attentionné à chacun. Et parfois, avec un coach, ça passe bien, avec un autre moins bien. Voilà, il peut y avoir des fois des tensions ou des distances. Et justement, notre rôle, c'est d'essayer de colmater tout ça, d'être proche de tout le monde, en sachant que il y a 25 joueurs et que déjà vous faites un choix de 11, puis de 16 ou 18 aujourd'hui et qu'effectivement, vous avez beau expliquer qu'on compte sur lui, mais si vous ne le mettez pas titulaire trop souvent, ça devient toujours un peu compliqué à la longue. Hein. C'est la difficulté des entraîneurs de gérer un vestiaire et de concerner tout le monde parce qu'au final, on a besoin de tout le monde. On a une question d'Amaury qui est un peu plus générale. Elle fait écho à ce qu'on entendait les dernières années, comme quoi dans le club, il y avait un manque de compétition, d'ambition plutôt, d'esprit, de hargne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti à l'époque au sein du club, quelque chose qui s'est dégradé ou pas du tout? Vous savez, l'exemple qu'a pris tout à l'heure Achille, ça l'a marqué, vous avez vu, il a dit on était 6e et là on avait perdu. Tout le monde se disait c'est bien, l'année dernière on était 17e, là on est 6e, on vient de perdre un match, c'est que dalle. Mais c'est pas ça, c'est justement il faut instaurer tout le temps un esprit de compétition et de résultat. Faut haïr la défaite. Et pour ça, il faut le faire passer ce message. Et faire passer ce message, c'est tout un club, quoi. C'est le président à l'époque, il haïssait la défaite. Hein, et moi, j'haïssais la défaite, le staff aussi, et certains joueurs aussi. Donc, il fallait faire passer ces messages. Après, on n'allait pas tout gagner, mais quelque part, quand il n'y a pas de résultat, il faut de la révolte, il faut mettre en place aussi des situations qui... Ce n'est pas un plaisir, hein, comme il l'a décrit tout à l'heure, faire ces punitions, faire toutes ces conneries autour du jeu. Mais quelque part, il faut que ça touche l'esprit pour que derrière, on n'accepte pas la défaite. On va faire encore quelques questions. Après, on va clôturer cette 100e. En tout cas, on vit un énorme moment dans cette émission. C'est vraiment un grand plaisir. Je me répète beaucoup, mais c'est vrai. Hein. Et Mehdi et Samuel, ils ont des questions encore pour vous, Achille et Elie. Et on va commencer par Mehdi. Eh ben ouais, quand même, on n'a pas assez évoqué le match contre Bordeaux. Pour moi, quand même, racontez-nous un peu dans quel état d'esprit vous étiez avant le match. Et puis pendant, moi qui avais 11 ans, qui était dans les tribunes, on a des plus de souvenirs que j'en ai parce que c'était vraiment n'importe quoi dans les tribunes. On n'a jamais trop douté non plus. Après, voilà aussi ce moment où on apprend qu'on est en Ligue des Champions un peu improbable. Comment vous l'apprenez, vous aussi? Et puis, bien sûr, la fête qui s'en est suivie. Quel bonheur, quelle joie, vous aussi, vous avez pu ressentir, quoi. Achille, peut-être pour commencer. Ouais. Bon, nous, sur le terrain, c'était comme je l'ai dit avant, hein, on entrait sur tous les matchs et surtout qu'on savait très bien que c'était le derby de la Haute-Garonne. Donc, c'est des matchs qu'il ne faut pas perdre. C'est comme Betis-Séville, Barça-Madrid. C'est des matchs Olympique de Marseille-Paris. C'est des matchs où pour nous, quand tu perds, ça ne va pas du tout parce que c'est une déception par rapport à nous et par rapport au public aussi parce que c'était le derby de la Haute-Garonne.
Maintenant, après le match, quand on apprend qu'on est en Ligue des Champions, bon, ben, c'est la joie totale pour tout le monde parce que personne ne s'y attendait, même si c'était que les préliminaires, mais personne ne s'y attendait parce que on va pas se mentir, on vient de loin, de 3e division, 1re division, 2e, 1re, et maintenant on se retrouve là où on est là. C'était pas quelque chose de donné et c'était quand même une surprise et pas du tout en même temps parce que on a gagné, on a eu à gagner ça en se battant, mais aussi c'était pour nous une fierté aussi de pouvoir donner tout ce qu'on avait appris et tout ce qu'on avait dans le ventre pour le public, quoi. Et c'était le plus important. Maintenant apprendre qu'on est qualifié pour les préliminaires de la Champions League, c'est un plus pour nous, quoi. Surtout qu'on est encore que des gamins. Vous l'apprenez grâce à Jacques Breda là, qui l'annonce au micro. Vous l'apprenez comment, vous? Nous, Non, mais vas-y, Achille. C'était au vestiaire. Je crois que les entraîneurs l'ont appris bien avant, vu que nous, on était déjà dans un autre esprit. Quand on l'apprend dans le vestiaire, c'est la fête totale, quoi. Elie, on pourrait avoir, quand vous apprenez la victoire, le point levé, parce qu'on a tous vu les images, hein, 150 000 fois. Ouais, non, mais l'objectif dans ce match, il a bien résumé Achille, c'était Bordeaux. Pour moi, c'était très particulier chaque fois que je rencontre Bordeaux. J'ai passé 8 ans d'entraîneur là-bas. Donc, déjà, c'était le derby de la Garonne, gagner ce match. Et ensuite, on savait que si on faisait un résultat là, on allait finir européen. Mais bon, européen, c'était 4e, 5e, mais on n'avait pas envisagé d'être au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc, ça, c'est le dénouement des autres matchs. Mais dans tous les cas, on était pas prêt à faire ce match. Avec le public, ce qu'il faut raconter dans ces histoires-là, c'est qu'aussi, il y avait le stadium qui était derrière nous. On a fait cette saison-là une moyenne de 20 000 et sur ce jour-là, c'était plein. Il faut pas oublier qu'il y avait aussi ce public qui adorait cette équipe, cette manière de jouer, d'aller chercher des résultats. Et à partir de là, les choses se sont bien enchaînées. Et nous, on l'a appris. Le match où il y a eu match nul et qui nous a permis d'être là à Lille-Rennes, on était au bord du terrain, on attendait, les joueurs commençaient effectivement à rentrer au vestiaire. Nous, le staff, on attendait au bord parce que quelqu'un était sur le multiplex, les résultats en direct. Et là, quand on a appris ça, voilà, ça a été la folie. D'ailleurs, après, le stadium, il est resté plein. Les gens sont restés au moins 1 heure de temps, ou je ne sais pas combien, je ne vais pas mesurer, mais sont restés au stade et tout le monde a fêté ça. On était au milieu de terrain, nous-mêmes, on a tous fait le tour du terrain pour remercier les supporters. En fait, ça a été une joie immense, c'était la folie, c'était magnifique. Oh, plus que ça, même, Elie. Moi, honnêtement, j'étais au stade, moi, j'étais à la campagne, on était venu avec un bus, tout un club. On était venu voir ce match-là. Moi, je suis rentré, il était 3h30 du matin au fin fond du Gers. Ouais. Bien resté 1h30, 2h à faire la fête avec tout le monde, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas la 4G. Hein. C'était les gens qui étaient avec la radio, qui écoutaient le match de Lille. Incroyable. Ah ouais, c'est des moments qui marquent une vie de supporters, de clubs, d'entraîneurs, de joueurs. Voilà, c'est des beaux moments. C'est pour ça qu'on aime ce football, qu'on fait ce métier, voilà, pour vivre des moments comme ça. Ils sont assez rares, hein, et le temps y passe et on se rend compte que des moments de privilège comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Et on a du plaisir, comme ce soir, à les repartager. Achille, il a quand même mené le TFC de la nationale avec des champions. Et ça, c'est pas vrai. C'était inespéré, c'était inattendu. Et puis, le fait de le faire, pour moi, c'était comme un rêve parce que je me rappelle, de CFA, mais je m'entraînais avec l'équipe première, directement l'équipe, après le match contre le PSG, on perd, on se retrouve en dernier, on descend en 2e division, tous les joueurs partent et directement Montbert prend l'équipe en charge et on devient les pitchouns. On commence bien et puis il y a la catastrophe de l'époque où le stade est détruit et tout, donc c'est là où nos têtes ont tous changé en national parce qu'on allait s'entraîner de l'autre côté, on allait jouer au stade de rugby
On n'était pas. Au Stade de Nier, ouais. C'était des moments où on se disait, bon, ben, on n'est pas chez nous, on est chez les rugbyman. En plus, les rugbyman venaient et disaient, vous venez prêter notre stade, donc il faut. Remarque, Achille, toi, tu avais le physique pour jouer au rugby. Hein. Ah, ça peut-être, mais bon, c'était pas dans ma tête en tout cas à ce moment-là. Donc voilà, c'est des moments de national directement en deuxième division. En deuxième division, on est parti dans les mêmes bases sans se poser de questions en disant bon ben on est là, bon, ben, on va continuer à jouer, prendre du plaisir et comme Elie l'a dit, le football c'est du plaisir. Il y a des gens qui pensent plus que le football c'est de l'argent, c'est ceci, c'est cela, mais il ne faut pas oublier que nous en tant que sportifs de haut niveau, c'est d'abord prendre du plaisir, même si on sait que c'est dur, les gens parlent plus de l'argent, des voitures, de ceci, mais le travail effectué, quand, par exemple, Elie aujourd'hui, je le vois différent. Avant, il n'avait pas de barbe, il était toujours chaud et tout, avec la barbe toute blanche. Donc, se lever le matin à 7 h du matin, faire déjà le programme d'entraîneur. Nous, on est toujours en train de dormir. Le matin, il y a déjà les plots, on te dit ceci. C'est un travail qui est très dur. Maintenant, de deuxième division en première division, bon, ben, on a eu des hauts et des bas jusqu'à ce que bon, ben, on s'est un peu stabilisé à ce moment-là. Et c'est des moments, pour moi, très particuliers et qui restent gravés pour moi, quoi. Ouais, juste, moi, je voulais terminer vraiment pour vous remercier parce que je pense que pour tous les gamins qui supportent le TFC de ma génération, il y a eu les pitchouns et vraiment la cerise sur le gâteau. Bon, il y a eu le match de Liverpool, mais je pense que vraiment, grâce à ce match face à Bordeaux, cette Ligue des Champions, il y a beaucoup de jeunes qui apprécient le TFC, qui en sont devenus supporters et qui, comme moi, ont vraiment du sang violet dans les veines maintenant. Et voilà, rien qu'à évoquer ça, moi, j'en trempe parce que j'ai des souvenirs extraordinaires. Et même le socle, je pense, de supporters d'aujourd'hui aussi, et peut-être vit encore là-dessus, même s'il y a eu Angers maintenant et qu'il y a des nouveaux supporters avec Angers. Et voilà, je voulais juste vous dire merci pour ça parce que c'était vraiment... c'est sûrement le plus grand moment de l'histoire récente du TFC, voire de l'histoire tout court du TFC, quoi. Quand tu es supporter du TFC, très honnêtement, ce soir-là, on a fait la même teuf. On aurait pu être champion de France, on aurait fait la même teuf. Hein. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'ai une petite question pour faire un peu terminer, boucler la boucle. Il y a un Toulouse-Liverpool quand même. Il y a un Toulouse-Liverpool. Alors, hormis la chaleur caniculaire qu'il faisait ce jour-là, quand je vous dis Toulouse-Liverpool, je parle du match aller parce que le match retour, bon, certes, il doit y avoir pour les joueurs, Anfield, tout ça, mais Achille, tu as joué dans les grands stades et Elie, les grands stades, il en connaît aussi. Mais ce TFC Liverpool, toi, Achille, tu es en face de Steven Gerrard, d'un Xabi Alonso. Tu t'en gardes quoi comme souvenir Pour moi, c'est des gens que je regardais à la télévision quand on était en national, en deuxième division. Et puis voilà, je me retrouve maintenant face à eux. Et dans ma tête, c'était prendre du plaisir. Et je me rappelle très bien de ce match parce que j'avais mis un dispositif pour pouvoir gagner ce match. Et en fait, j'avais un chien de chasse, un bulldog derrière moi, Matirano, qui ne me lâchait pas du tout. Donc, j'avais entre Matirano et Steven Gerrard. Donc, ils avaient fait un bloc parce que, bon, nous, on avait vu des vidéos d'eux et je pense qu'eux aussi de nous. Donc, Matirano, c'était le bulldog qu'on avait mis derrière moi. Donc, c'était quelque chose, pour moi, c'était mon premier match des préliminaires de la Champions League. Il fallait à tout prix prendre du plaisir et sans stress. Ben, je suis entré sur le terrain. Elie m'avait dit ce jour-là, Achille, vas-y, prends du plaisir, fais-toi plaisir. Ça se passe bien ou ça se passe mal. Au jour d'aujourd'hui, on est là. Et ben, profite comme il faut. Le même message, il a transmis le même message au vestiaire. Je ne vais jamais oublier ses paroles. Il nous a dit de nous faire plaisir surtout. Donc, je pense que c'est quelque chose déjà que si déjà un entraîneur vous transmet déjà cette liberté de pouvoir faire ce que vous voulez, même si vous faites mal les choses, là, on y est. Bon, ben, ça donne encore plus de niaque de pouvoir courir pour le prochain et donner tout, surtout, sachant très bien que non, on était chez nous. Et je me rappelle ce jour-là,
j'avais perdu ma paire de godasses Nike et j'étais obligé de jouer avec des Pumas, les Pumas, quoi, tu vois. Donc, c'est quelque chose que c'était aussi nouveau pour moi. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer, il n'y a pas de souci. C'est comme les Nike et je me suis lâché, quoi. Tu n'avais pas la superstition du crampon, en fait. Voilà, parce que c'était toujours Nike. J'avais une paire de couleurs à premier mi-temps, la deuxième en deuxième mi-temps, c'était un peu ça. Et si je marquais avec une paire de godasses, je ne jouais plus avec. Donc voilà, j'étais en contrat avec Nike, donc c'était normal. C'était un peu ça. Et ce jour-là, je n'avais pas mes Nike en premier mi-temps. J'ai dû appeler chez moi prendre des godasses. En deuxième mi-temps, j'ai joué avec des Nike, quoi. D'accord, ok. Et Voilà. Elie, tactiquement, l'approche de ce match-là, mis à part, je ne peux pas imaginer que un compétiteur comme vous ait pas eu une petite idée d'aller quand même faire un résultat. Est-ce que, hormis le fait de prendre du plaisir, quelles ont été les consignes, quelles ont été les petites paroles avant du coach là, la mise en place tactiquement, l'objectif, c'était lequel? Non, mais il faut reconnaître que l'équipe, quand vous affrontez Liverpool, c'est l'histoire de Liverpool, hein, vous n'êtes pas dans la même catégorie, ça c'est le cas de le dire, c'est la réalité, il faut être conscient de ça, mais justement, il fallait démystifier tout ce qu'il y avait autour de cette équipe de Liverpool qui était bien sûr supérieure à nous et essayer de faire un autre match. Et l'exemple d'Achille, il est très bien, cette histoire de crampon, elle est formidable parce que il fallait se lâcher quand même, qu'on soit avec nos équipements ou qu'on soit contre une équipe injouable, entre guillemets. Il fallait quand même faire notre jeu avec nos habitudes. Il fallait pas vouloir chercher à faire autre chose que ce qu'on avait fait la saison d'avant ou tout le temps. Voilà, c'était difficile de changer. Si je me mets qu'avec un système, et ce on a un peu fait là-bas, et c'est peut-être une erreur que j'ai fait, c'est de se mettre plutôt à 5 derrière, etc. Bon, ça ne changeait rien, qu'on soit à 5. Là, on avait décidé d'être avec des précautions, avec des observations particulières, comme on fait à tous les matchs sur l'adversaire et tout, de ne pas faire n'importe quoi, mais de rester avec les principes de jeu qui étaient les nôtres, de ne pas changer. On n'allait pas se mettre avec zéro possibilité d'utilisation du ballon. Et il fallait aussi essayer de jouer notre jeu, de faire confiance aux joueurs, de les mettre dans un moment de leur vie où ils allaient essayer de jouer leur jeu, mais surtout de prendre du plaisir parce que ces moments-là, ils sont assez rares dans une carrière. L'histoire retiendra que si Achille n'avait pas oublié ses crampons, on aurait joué la Ligue des Champions. Et Voronin ne serait plus un mauvais souvenir. Oh, mais... C'est ça pour une paire de Nike. Bon, en tout cas, ça l'a pas handicapé. Hein, c'est pas, il a bien résumé. Et puis, puisqu'après, il avait ses chaussures. Justement, c'est même bien qu'il ait eu ça parce que justement, il a pu oublier le contexte. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand vous jouez une équipe comme ça, je l'ai vécu avec d'autres équipes, il y a quand même une tension particulière qui s'instaure dans l'équipe. Et on a toujours tendance à se voir inférieur à ce. Et pourtant, ce qu'il faut faire, c'est jouer notre Vatou, notre match. Et le football, il est tellement incertain que parfois, il peut y avoir des surprises énormes. Là, il n'y en a pas eu, mais c'est arrivé qu'il y ait des surprises énormes dans le football. Messieurs, bon, on est à 1h37 d'émission. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on va rester là, même si je pense qu'il y a tout le monde qui aimerait rester encore des heures à écouter toutes ces belles paroles parce que ça nous rappelle tous des souvenirs et c'est magnifique de vous avoir avec nous. Enfin, c'est des vrais privilèges. Mais on a un quiz à finir. On a un quiz. Non, on n'aura pas le temps de le faire. On ne va pas le faire. Oh non, Samuel, quelle déception. Désolé. Non. Et c'est quoi? On les réinvitera. Avec plaisir. Ah, on les invite avant la 200e, par contre. Hein. Oui, bien sûr. En tout cas, c'était la 100e de F2M Toulouse. Un grand merci à Elie Bopp et à Achille Mana. C'est vraiment énorme pour nous, pour tous ceux qui nous suivent. Pour cette 100e, c'est un super cadeau. Donc, un grand merci à tous les deux. Merci à vous aussi. Merci, ça a été un plaisir de partager avec vous le bonheur du TFC. Vous voulez, bien sûr.
mon papa, mais maintenant avec la barbe blanche déjà. Donc voilà. C'est papa qui devient papy, du coup. Eh oui, mais c'est la vie, c'est pas grave. On reste toujours avec des liens forts et ça, c'est un plaisir. Merci Achille d'être venu. Ça a été vraiment un beau cadeau, une belle surprise. Je ne savais pas quelle était la surprise et elle a été très belle. Le plaisir est partagé en tout cas. Vous êtes ici chez vous, messieurs, sachez-le. On va remercier les Violets, on va remercier JB aussi pour la surprise et Samuel pour Ellie. On va remercier la Dist avec Yves aussi. On va remercier. D'ailleurs, Yves, tiens, Ellie tout à l'heure en off nous demandait par rapport aux Indians s'il avait été interviewé. Oui. C'est bien sorti, hein, tu nous confirmes? Oui, tout à fait. Oui, le fanzine est sorti. Écoute, Camille, si en off, tu peux récupérer son adresse, je lui fais parvenir un exemplaire. Bah voilà, tout est. Tous les Violets qui ont été partie de ma carrière, même ceux qui, au jour d'aujourd'hui, ne font pas partie. Et ce que je peux leur demander, c'est de continuer à soutenir les jeunes qui sont au jour d'aujourd'hui autour de l'équipe pour que le club continue à vibrer, quoi. Malgré qu'ils soient en deuxième division, je pense qu'ils vont tout faire pour remonter, quoi. Une équipe de jeunes qui remonte en Ligue 1, ça nous rappelle quelques souvenirs en plus, donc on a déjà connu ça. On va remercier la feuille de match aussi avec Nathan, Mehdi et Vincent. On remercie aussi, on salue aussi le grand gagnant de notre jeu concours de ce week-end qui est Cédric Gallas. Le maillot va lui on va lui envoyer très prochainement. Et Vincent, tu as un dernier mot à te dire avant de nous quitter? Oui, je voulais tout simplement te remercier, toi, Camille, d'avoir monté l'émission La Feuille de Match. Là, aujourd'hui, c'est quand même le projet, donc ça grandit. Maintenant, il y a la Dist, il y a les Violets, il y a les supporters, mais c'est vrai qu'on commençait, qu'il y avait papa et maman qui mettaient un j'aime sur la publication et qui ne faisaient même pas l'effort d'écouter. On était à 3 éditeurs, on était quand même là. Et aujourd'hui, c'est un rêve. On a des légendes qui ont bercé notre enfance, comme Ellie, comme Achille et comme tant d'autres qu'on a reçus. Donc, je voulais te remercier d'avoir créé tout ça et de nous permettre de vivre tout ça, en fait. Voilà. Merci, Camille. Merci à toi, c'était pas prévu, putain, bâtard. Tu vois, déjà, tout à l'heure, quand on parlait de Liverpool et de Bordeaux, j'ai des petites larmes aux yeux, mais là, c'est encore pire. Bon, bref. Messieurs, sur cette 100e, il en faut 100 de plus, 200, 300, 400, voire même 1000. Nous, on sera toujours là parce qu'on est des fervents supporters et qu'on aime notre club. Et même si on le critique parfois, c'est toujours pour de belles choses. Vous retrouverez bien sûr les émissions sur le YouTube de la feuille de match, sur lesviolets.com et tous les articles qui suivent la Dist. L'actualité. On vous dit un grand merci encore à Monsieur Elibop, Achille et Mana. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 100e. On embrasse tout le monde. On se retrouvera mardi prochain pour des émissions un peu plus conventionnelles. Mais ce genre d'émission, on aimerait en faire quand même toutes les semaines. Et même si elles font 1h42, c'est 1h42 de bonheur. Merci à tous. Merci à tous. À la semaine prochaine. Merci. Ciao. Bye, ciao.